tous dans l'actualité ce soir. Deux ministres du gouvernement devant les députés de la 8e législature, Oswald Omeki et Jean-Claude Rousseau, sont invités à apporter des clarifications, notamment sur le plan d'action du ministère des Sports et l'exécution des différents projets du deuxième compact du Millennium Challenge de Compte Bénin. De beaux jours pour le pain tissé au Bénin, des acteurs de cet art ont bénéficié d'un renforcement de capacité. Ils se sont retrouvés dans ce cadre pour faire le point des acquis à suivre le contrat. Émission, bilan, le gouvernement en action, le ministre de la Justice fait le point des prouesses enregistrées pour le compte du second quinquennat de Patrice Talon. Un an après le lancement du PAG2, le ministre Claude Quenome lève le voile sur ses avancées. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Que retenir de la mise en œuvre du PAG2 dans le domaine de la justice? Le ministre Claude Quenome lève le voile sur les prouesses enregistrées au cours des 12 premiers mois du second quinquennat de Patrice Talon. Rebecca Kinjaoundé revient sur la substance des propos du ministre de la Justice. Suivez. Un exercice de reddition de comptes. Moment donc d'éclaircir la réforme portant projet de création d'une cour spéciale des affaires foncières pour mettre fin à la mafia foncière en République du Bénin. La création de cette cour est une opération à double détente. D'abord, sécuriser les transactions foncières et la propriété foncière, et ensuite maintenant éradiquer la mafia foncière de la même manière que nous sommes attaqués aux crimes et délits économiques. En attendant la mise en place de l'équipe directionnelle de cette cour, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme continue de faire parler d'elle à travers différentes décisions rendues depuis sa création. Certains estiment qu'elle est créée à des fins de règlement de comptes. Il n'y a pas au Bénin de détenus politiques. Le fait de poursuivre, d'interpeller, d'incarcérer et de juger une personnalité politique ne fait pas de cette personnalité-là un détenu politique. Le détenu politique, c'est celui qui est détenu, arrêté, emprisonné, jugé à raison de ses convictions politiques. Dans notre pays, nul n'est au-dessus de la loi. Vous avez beau être personnalité politique du monde économique ou du monde des affaires, si vous commettez une infraction, vous serez réprimé, vous ferez l'objet de poursuites et de jugements. La lutte contre les crimes économiques, les relations du Bénin avec la Cour africaine des droits de l'homme, la séparation des pouvoirs en République du Bénin ou encore la question de la grâce présidentielle pour certains détenus. Nous sommes dans une année dite hautement sociale, telle que le président de la République l'a voulu. Peut-être que ce rapport-là, il sera encore beaucoup plus magnanime. Mais je ne pense pas que ça s'adresserait particulièrement à telle ou telle catégorie d'individus. Toujours au cours de cet entretien, plusieurs autres questions sont abordées, dont la réforme sur le statut juridique de la chefferie traditionnelle, la répression des infractions commises à raison du sexe, ou encore les prérogatives de l'Institut national de la femme. Un entretien qui reste disponible sur les sites digitaux du gouvernement. Voilà le résumé des propos du ministre Séverin Quenome avec Rebecca Kinjaoundé. Direction l'Assemblée nationale, deux ministres du gouvernement devant les députés de la 8e législature. Oswald Omeki des Sports pour répondre notamment aux préoccupations relatives au plan d'action du ministère des Sports et Jean-Claude Rousseau pour apporter des clarifications sur le point d'exécution des différents projets du deuxième compact Millennium Challenge et Compte Bénin. Nathalie Doris-Olabi pour le point. Le ministre en charge des Sports est le premier à plancher lors de cette plénière. Il a été question pour lui de répondre aux préoccupations du député Sedami Romaric Mendegan Fagla et certains de ses collègues. Outre les gros investissements qui ont été consentis par le gouvernement depuis 2016 pour la construction des stades municipaux, Oswald Omeki a mis l'accent sur ce qui est fait par son département ministériel pour soutenir les autres disciplines sportives, au nombre desquelles figurent la boxe, la pétanque, l'athlétisme, le handball, pour ne citer que celle-là.
Le cas du boxeur béninois Clément Loko, qui fait parler de lui au-delà des frontières béninoises, a retenu l'attention des députés. Il en est de même des grands champions béninois qui, à la fin de leur carrière sportive, vivent dans des conditions peu reluisantes. Pour ce qui est de la pétanque, on retiendra que les diligences nécessaires sont en train d'être faites afin que le Bénin accueille dans de meilleures conditions le championnat du monde de pétanque qu'il doit abriter bientôt. À cet effet, un boulodrome de type moderne sera érigé. Le second dossier, pour lequel le gouvernement a répondu à l'interpellation des députés, porte sur le point d'exécution des projets du second compact du Millennium Challenge Account. Pour répondre à cette question posée par l'honorable Dakbe Sossou et certains de ses collègues, il y avait le ministre donnant Jean-Claude Oussou en charge de l'énergie. Selon lui, ce projet mis en œuvre depuis 2017 pour une durée de 5 ans bénéficie d'un appui américain évalué à près de 225 milliards de francs CFA. La contrepartie nationale, qui s'élève à 17 milliards, est également entièrement libérée. Selon Jean-Claude Oussou, la priorité accordée au secteur de l'énergie doit permettre une transformation structurelle de notre environnement socio-économique. Des interventions des députés, il ressort que les réponses apportées par le ministre de l'Énergie sont convaincantes et témoignent de ce que le gouvernement a vraiment fait de gros efforts pour améliorer l'accès à l'énergie électrique aux Béninois. Parlons à présent de ces échanges. Les projecteurs se sont éteints sur le 7e congrès de l'association des hautes juridictions des pays ayant en partage la langue française. Durant 2 jours au palais des congrès de Cotonou, ils ont mené des réflexions pour en arriver à rendre donc plus accessibles aux justiciables les décisions de justice. Voilà, Odi Babagbeto et Brice Sibozo pour le point. Les décisions de justice vont-elles désormais être accessibles et intelligibles pour les justiciables? Après 2 jours de travail, ces hauts magistrats et praticiens du droit de l'espace francophone mondial sont favorables à un oui sur la question. Bien, il y a une recommandation consensuelle puisqu'elle a été adoptée à l'unanimité qui est que les cours de cassation notamment, mais les juridictions rédigent dans un langage plus clair, en tout cas plus accessible au public, qui garde la rigueur juridique bien entendu, mais qui permettent au public de mieux comprendre les décisions. Pour en arriver à cette recommandation, il aura fallu des débats sur le changement de style rédactionnel et aussi des échanges sur les systèmes judiciaires de nombreux pays. Le franc succès de la présente manifestation scientifique fera des assises de Cotonou un repère précieux. C'est pourquoi je voudrais, au terme de mon propos, au nom du président de la République et de son gouvernement, vous féliciter tous et vous dire à chacun et à tous, ces recommandations seront mises en œuvre dans le cadre d'un meilleur service au peuple béninois au nom duquel la justice est rendue. Les chefs et les représentants des hautes juridictions membres de la JUCAF, les distinguées personnalités invitées, expriment leurs sincères remerciements aux instances dirigeantes de l'Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l'usage du français la JUCAF. Ce 7e congrès s'achève avec le renouvellement du bureau de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. Victor Dassi Adossou, ancien vice-président de la JUCAF et président en exercice de la Cour suprême du Bénin, est élu à la tête de l'institution à l'unanimité des membres. Et puis à ce congrès de la JUCAF étaient présents des hauts magistrats représentant 27 différents pays, livrent ici leurs impressions à la fin de ce rendez-vous important pour la justice. C'est des impressions très positives. Ça a été un congrès magnifique, consacré à la motivation des décisions de justice, et on voit que malgré les différences, il y a des sujets de préoccupation qui sont communs et une volonté d'avancer ensemble. Je trouve que le travail accompli est remarquable, à mon humble niveau, et je trouve que l'action de la JUCAF est indispensable. Cette association, elle est essentielle pour la consolidation du droit civiliste et la coordination du travail des magistrats. Les sujets choisis étaient vraiment très actuels par la qualité des intervenants. Pendant ces 2 jours, nous avons pu réfléchir sur la technicité
des décisions que nous rendons, mais également donc sur leur impact. En tout cas, je suis très content du contenu et avec un accueil et des conditions techniques mis à notre disposition par le gouvernement béninois et la Cour suprême du Bénin, absolument remarquable. Je suis très très content de cette réalisation. Je suis satisfait parce qu'il y a du travail qui a été fait, il y a des réflexions qui ont été menées, mais tout n'est pas terminé. C'est-à-dire, ça ne fait qu'avancer. Ce qui est fait va servir de base pour mieux faire. Sinon, il reste toujours du travail à faire. Autre actualité ce soir, aujourd'hui, le 3 juillet, c'est la journée mondiale sans sac plastique, une journée instaurée par l'Organisation mondiale des Nations Unies. Elle a pour but de sensibiliser sur la responsabilité en ce qui concerne des sacs plastiques. L'association Sachet Hello de Sandra Idosso, une militante pour la protection de l'environnement, mène un combat contre la pollution plastique au Bénin. Suivons les propos recueillis avec Cécile Gonadon et Donatien Falola. Il y a 5 ans, j'ai été obligée de subir le fait de ne pas trouver de l'acassa dans les feuilles de bananes comme on a l'habitude d'en avoir. Nous sensibilisons parce qu'il faut changer les comportements. Il faut que nos populations comprennent que le sachet à lait pratique, le sachet à lait disponible partout, mais au-delà de tout ça, c'est qu'il agit sur notre santé d'abord et il agit sur l'environnement. Le sachet qu'on jette comme ça, il va prendre 400 années dans la nature et il va détruire notre environnement. Aujourd'hui, nous avons énormément de cas de cancer. Nous avons même des cas de cancer infantile. Les enfants souffrent de cancer liés à quoi? Liés à un certain nombre de facteurs endocriniens qui sont autour de nous. On n'avait pas prévu que 5 ans après, on serait toujours là à en parler, mais il faut continuer par parler jusqu'à ce que nos autorités fassent les choses telles qu'elles ont elles-mêmes promis de le faire. Vous avez vu, dès qu'il pleut, le sol est tapissé, nos canalisations sont bouchées, la moitié se retrouve dans les océans, donc nous n'avons plus de poissons. Et c'est pour ça que pour moi, interdire le sachet plastique, c'est une urgence tout aussi capitale que tout ce que le gouvernement en ce moment est en train de faire. Si on interdit le sachet plastique, nous avons des feuilles, les acacias et tout ça, nous avons des feuilles, les feuilles de teck, les feuilles de bananier, nous avons de quoi emballer de la nourriture. Quand on va acheter à manger, sortir avec un bol, sortir avec sa bouteille, nous avons des emballages. Aller au marché avec son panier, avec son sac réutilisable. Ce sont des comportements qui ont toujours existé. C'est parce que ces sachets sont disponibles qu'on a l'impression que sans ces sachets, nous ne pouvons pas vivre. Nous avons vu quand la loi a été votée il y a 4 ans et tout ça, nous avons vu comment est-ce que du jour au lendemain, les bonnes dames ont commencé déjà par réfléchir. Ça a été possible ailleurs, donc pourquoi pas ici? Et on marque à présent un arrêt au cœur du marché d'Antokpa. Le ministre de Cadre de Vie célèbre la journée mondiale sans sachets plastiques, ceci à travers une séance de sensibilisation au marché d'Antokpa sur les risques liés à l'utilisation de ces volatiles qui représentent un véritable danger pour l'environnement et la santé. Le compte-rendu de Jennifer Sativi et Ramatoulawani. Au sachet et le poteau, ils sont source de nombreux dysfonctionnements au sein de l'écosystème. Les sachets en plastique continuent pourtant d'être utilisés à diverses fins, en l'occurrence sur les lieux de vente. La pollution occasionnée par la prolifération de sacs en plastique et surtout par leur abandon au gré des vents et des courants menace de très nombreuses espèces animales. Cette sensibilisation sera renforcée par la poursuite des contrôles dans les marchés, les visites aux entreprises d'importation, aux unités de production et de distribution des sachets plastiques biodégradables. Afin de ne pas tomber sous le coup de la loi, il convient donc de se mettre en règle en trouvant des solutions palliatives. Arrêtons ces pratiques pour adopter des pratiques grand-mère, l'utilisation des feuilles provenant de la nature, des papiers qui peuvent se dégrader, l'utilisation des sacs à base des produits de la nature. Une série de communications s'est tenue à la fin de la séance de sensibilisation permettant de distinguer les sachets biodégradables de ceux en plastique.
Autre actualité, au cours des 6 premiers mois, des saisines ont été faites dans le secteur de la santé, des laboratoires ont été fermés et des agents épinglés pour l'utilisation frauduleuse de l'énergie et de l'eau, des formations sanitaires. C'est le contenu du rapport de la commission chargée du contrôle des structures de soins médicaux partagé avec la presse. Voici un extrait du président de la commission au micro de Jean-Claude James et Michel Egwe. Au cours de ce semestre, nous avons investigué 25 plaintes, assuré le contrôle physique de 351 centres de santé et hôpitaux et nous avons achevé le contrôle des laboratoires d'analyse biomédicale dans 10 départements du Bénin, puisque en 2021, nous avons contrôlé 111 laboratoires dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Par rapport au contrôle des formations sanitaires, nous voulons souligner le fait que certains personnels de santé utilisent frauduleusement l'énergie électrique et l'eau des formations sanitaires à des fins commerciales. Nous avons contrôlé 152 laboratoires dans le but de renforcer la sécurité des résultats et de détecter des fuites de recettes. Il s'agit des laboratoires de la clinique d'accouchement ethosique Siloé de Djougou, de la clinique médicale Espérance de Glazoué, la clinique gynécologique Aïna Djaï de Glazoué, la clinique médicale Okwe Oloa de Dassa, la clinique médicale Kisame d'Aplakwe, la clinique Notre-Dame de Lourdes d'Epé et la clinique La Frontière d'Ifaï. La pratique médicale est caractérisée par des comportements néfastes des professionnels qui négligent le savoir, l'idéal et l'humanisme. Pour notre part, la Commission restera un bras armé de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Elle poursuivra également les investigations des plaintes grâce au numéro WhatsApp de plainte, le 91 44 44 44. Vous suivrez l'intégralité de ce rapport juste après ce journal. Parlons à présent des moustiques. Savez-vous qu'ils ne sont pas uniquement des vecteurs de maladies. Ils constituent un atout non négligeable dans la biodiversité et pour la survie de l'écosystème. À quoi servent réellement les moustiques? Élément de réponse dans ce reportage de Paulette Erako et Arnaud Havana, présenté par Amadine Aniamosu. Le moustique n'est certainement pas le meilleur ami de l'homme. Il pique. Pourtant, il constitue un maillon essentiel, non négligeable dans l'écosystème. Une seule larve de moustique peut filtrer jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Filtrer dont on parle là, c'est que la larve est à la recherche de sa nourriture. Mais ce rôle est un rôle épurateur. En recherchant le nectar, les moustiques assurent la pollinisation des fleurs. Les moustiques, quand ils pondent les œufs se transforment en larves. Et ces larves servent de nourriture, interviennent dans les chaînes alimentaires. Si les moustiques ne jouaient pas ce rôle, nous aurions plus de difficultés de pollution que nous en avons actuellement. En réalité, sur les 3500 espèces de moustiques qui existent, seule une centaine, dont les femelles, piquent les humains. Donc si les moustiques disparaissent, ça veut dire que les animaux qui se nourrissent de larves, d'œufs ou d'adultes de moustiques vont manquer de nourriture. Or, ces animaux sont aussi la nourriture d'autres animaux. Donc, ce déséquilibre va se faire en cascade jusqu'à ce que tout l'écosystème soit complètement déséquilibré. On peut arriver à diminuer la population des moustiques en dessous d'un seuil de nuisibilité, et qui va permettre l'équilibre. Sinon, le jour où les moustiques vont disparaître, cela pourrait causer beaucoup de dommages, non seulement pour les autres animaux, mais aussi pour l'homme. Les moustiques ne servent pas qu'à maintenir l'équilibre dans la nature. Ils servent d'aliment à de nombreuses espèces. En tant que vecteurs de certaines maladies infectieuses, ils jouent également un rôle similaire à celui des prédateurs.
Santé toujours, il est presque indispensable aujourd'hui de cuisiner sans y faire recours. Il s'agit des cubes bouillons, très prisés par les restauratrices, les cuisiniers. Pourtant, sa consommation expose à de nombreuses maladies cardiovasculaires. Pourquoi les cubes bouillons sont-ils un danger pour la santé? Les précisions dans ce reportage signé Soryada Lessiwe, Arnaud Havana, présenté par Héloïse Winator. Jessica déguste avec appétit son plat de sauce tomate au poisson assaisonné au bouillon que nous appelons communément cube. Un ingrédient qui permet de relever le goût du repas. Le jour où la dame prépare sans le bouillon, vous avez l'impression que ça n'a pas de goût. Je pense que c'est à cause des bouillons là que le goût est un peu plus sorti. Chez moi, à la maison, je contrôle ce que je mange, je sais ce qu'on me prépare. Mais en allant manger dehors, je ne peux pas contrôler. Moi, je n'utilise pas beaucoup de cubes. Honnêtement, c'est l'oignon qui domine ma cuisine. Exhausteur de goût, ces bouillons devenus le roi de la cuisine contiennent des substances telles que le glutamate de sodium qui est néfaste pour la santé. D'autant que sa forte teneur en sel le place sur la liste des aliments à éviter en cas d'hypertension artérielle. Une consommation excessive du sel peut entraîner une augmentation de la pression artérielle. Aujourd'hui, au Bénin, on est à 12 grammes de consommation quotidienne de sel par individu. Alors que l'Organisation mondiale de la santé nous recommande de prendre maximum 5 grammes de sel par jour. La forte consommation des bouillons contribue à cette élévation de consommation de sel qu'on a dans nos ménages. Ces additifs colorés, en apparence inoffensifs, peuvent en réalité être cancérigènes. Pas question donc d'en abuser et de les mettre dans toutes les soupes et sauces. Il existe des ingrédients naturels qui peuvent jouer le rôle de substitution pour le plaisir des papilles gustatives. Il faut par exemple utiliser les poissons, les petits frettins moulus. Il faut également utiliser les épices fraîches. Donc si on veut rehausser aussi le goût de nos assiettes sans pour autant utiliser les bouillons, on peut le faire à partir des épices, des herbes que nous avons sur le marché. Selon les spécialistes de la nutrition, les bouillons sont nuisibles à la santé. Ils déconseillent aux consommateurs donc d'en faire usage. Attention à la consommation des cubes bouillons, source de cancer. Des vivres pour soulager les populations vulnérables d'Adjoou, l'initiative émane du Programme alimentaire mondial qui s'inscrit dans le cadre du projet d'assistance alimentaire aux populations vulnérables du Mono et de l'Ouémé. Le lancement officiel de la distribution avec Brice Rungbo et Nathalie Dorisso-Olabi. Les inondations récurrentes et l'apparition de la COVID-19 au Bénin ont affecté les moyens de subsistance des populations, surtout celles vulnérables. C'est donc pour soulager ces populations de leur peine que le PAM a organisé cette cérémonie de distribution de vivres à travers le projet d'assistance alimentaire des populations vulnérables du Mono et de l'Ouémé, PAMO, financé par la République populaire de Chine. La rencontre de ce jour est en effet l'aboutissement d'un long processus entre le Programme alimentaire mondial et la République populaire de Chine qui a permis, avec l'appui de l'Agence nationale de protection civile et de l'Agence nationale de protection sociale, la mise en œuvre du projet d'assistance alimentaire des populations vulnérables du Mono et de l'Ouémé. Américain venant du Fonds de coopération sud-sud de Chine a été débloqué pour une intervention urgente au Bénin. Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier la représentation du PAM au Bénin pour la réalisation de ce programme. À Adjoum, ils sont environ 7600 bénéficiaires à recevoir les vivres composés de 50 kg de maïs, 20 kg de riz, 10 kg de pois jaunes, 4,5 litres d'huile et 750 g de sel. C'est le lieu de remercier au nom du gouvernement la République populaire de Chine pour cet important don qui accompagne les efforts louables du gouvernement et qui contribuera certainement à la résilience des populations bénéficiaires.
Ces communes, à savoir Adjong, Agégué, Dangbo, Atiémé et Grand Popo, sont impactées par le projet PAMO, fruit d'un partenariat tripartite entre le Bénin, la Chine et le PAM. Voyons, ces prises de fonction, les réformes dans le secteur de la décentralisation s'accentuent après l'installation du comité de suivi et de contrôle de la gestion des communes. 6 autres responsables des fonctions techniques et administratives étaient en séminaire d'intégration avant leur prise de fonction. Les précisions avec Ézéchiel Jacob. Ce séminaire constitue le démarrage d'une nouvelle phase d'un processus qui est amorcé depuis le mois de juin 2021 et qui a déjà connu la prise de fonction des secrétaires exécutifs des mairies au cours du mois d'avril 2022. Il importe de rappeler aux responsables techniques qui entrent en fonction ce jour, vendredi 1er juillet 2022, que la signature de leurs contrats respectifs fera d'eux, sur la durée du dit contrat, des agents contractuels des communes, au sens de la loi sur l'administration territoriale, quel que soit leur statut antérieur, et seront astreints à une obligation de résultat. Nous pouvons dire que l'équipe technique prévue pour aider les élus communaux dans l'exercice efficace et efficient de leur mandat, cette équipe est entièrement constituée. Cette réforme engagée dans le secteur de la décentralisation vise à insuffler un nouveau dynamisme dans la gouvernance locale aux fins d'optimiser la gestion des potentialités des communes du Bénin. Ces responsables ont un défi. Et le premier défi, c'est d'améliorer la gouvernance au niveau de nos communes. Et le deuxième défi, c'est de faire de telle sorte que nous ayons une mobilisation accrue des ressources propres au niveau de nos communes. Parce qu'aujourd'hui, l'État fait beaucoup. Toutes nos communes ont des potentialités et ces responsables ont donc l'obligation de travailler. Ces cadres nouvellement entrés en fonction vont bénéficier de l'appui de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des mairies du Bénin. Voilà, et puis carnet noir dans ce journal, Théophile Zanon est mort, ancien agent de l'ORTB. Il était également le président de l'amicale des retraités. Des anciens collègues ont appris la triste nouvelle et lui ont rendu hommage. Ils sont ici au micro de Ghislain Poguet et Rodrigue Glondomé. Quand j'étais au CESTI et que je suis venu pour passer la toute première année de mon stage. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. Et il m'a grondé, il a fait du bruit sur moi. Il a crié fort le matin là. J'ai pris mon calme et après quelques minutes, j'ai tapé à sa porte. Et je suis rentré dans le bureau, j'ai dit, doyen, bonjour. Doyen, je ne comprends pas pourquoi vous criez sur moi comme ça. Il dit, c'est le début de ton stage. Il faut qu'on te réveille. Qu'on sente que tu es un homme, que tu dois travailler. On ne vient pas à la télévision pour s'amuser ici. J'ai compris que je n'avais pas commis une grave faute. Mais effectivement, qu'on veut me réveiller pour que je travaille. Le doyen Théophile Zanon est un bosseur qui aime son travail. Nous devons être décorés. Vous savez, beaucoup de retraités n'ont pas été décorés. Nous avons servi la République, notre pays. Nous avons pris des risques à la conférence nationale. Chaque fois que le doyen Théophile Zanon venait d'Azorissé, il m'apportait mon colis de patates. Les débuts de la télévision, c'est eux. Il fait partie des pionniers. Il est rassembleur. Il est gentil envers tout le monde. Dès que tu rentres dans l'amicale, c'est qu'il te compte comme si vous êtes de même génération. Sa mort m'a abattu. C'est l'un des responsables qu'on ne peut pas oublier. Voilà des responsables qui constituent le vrai exemple de l'équité et qui faisaient leur travail de façon désintéressée. La paix à l'âme du doyen. Après l'atelier de formation sur la valorisation du paille tissé à travers l'habillement et la danse bata, tisseurs de paille, sculpteurs de tambour, danseurs et chanteurs du rythme bata se retrouvent pour la restitution. Ils ont démontré les acquis de 2 semaines de renforcement des capacités. Patrick Diossou et Odmond Humbo pour le point. Le bata,
Rythme du département du Plateau, offert ici sur le plateau de la destination Bénin. Parlant justement de mode, le bata se danse exclusivement en pagne tissé, le kanvo, appelé Achaoke, chez les Nago et autres locuteurs et des Ile-Yifé. Ce pagne tissé qui a obtenu sa labellisation, sa certification, est prêt à être aujourd'hui commercialisé. Et ça, c'est un élément important du dispositif mis en place par son Excellence, le président Patrice Talon. Durant 2 semaines, l'on a fabriqué les tambours des 6 percussionnistes et tissé les pagnes portés par ces 6 tambourineurs, 12 danseurs, 8 danseuses et 2 chanteuses. Le Fonds de développement de l'artisanat s'engage à jouer résolument son rôle auprès de tous ses acteurs pour révéler davantage le Bénin à travers l'artisanat et plus précisément le pagne tissé kanvo qui nous réunit autour de la danse bata. Dans notre patrimoine culturel immatériel, il y avait des spécialistes qui se chargeaient de donner les couleurs à ce que nous portons. Prochainement, il va falloir ajouter à ceux qui travaillent le coton, ceux qui se chargent donc de teinter le coton. Le vrai nom de ce produit-là, c'est Aho. D'ailleurs, Aladé a l'habitude de bricoler la chanson qui accompagnait ce genre de métier. L'institution de formation sur le bata, en toute beauté. Voilà, ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. William Tchoki sera au rendez-vous de 23h30. Bonne suite des programmes sur l'ORTB et bonne semaine à tous et à toutes.